Salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant. Si tu tombes sur cette vidéo, sache que c'est la deuxième partie d'un update lecture. Tu peux aller voir la première partie en cliquant sur le lien que je vais te mettre par ici. Et puis là, on va continuer avec la suite des bouquins. Autre bonne résolution tenue, j'ai lu Destination Ténèbres de Frank M. Robinson, un livre que Miroir SF m'avait donné envie de découvrir. Ce livre raconte l'histoire d'un jeune homme, moineau, qui se réveille sur un vaisseau nommé l'Astron, qui parcourt l'espace à la recherche de formes de vie dans l'univers. Sauf que Moineau, il se réveille dans ce vaisseau et il est amnésique, il se souvient plus du tout de qui il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fabrique sur ce vaisseau. Pour moi, dans ce livre, les éléments de science-fiction, le vaisseau spatial, c'est un décor. C'est un décor, en fait, qui sert à installer une sorte de huis clos. Et finalement, les choses vont beaucoup tourner autour des personnages, de leur comportement, de leur psychologie, de leur étrangeté, parfois. Puisque sur ce vaisseau, sur l'Astron, vous avez toute une série de codes sociaux qui ont été mis en place pour s'adapter au fait qu'il va y avoir des générations et des générations d'humains qui vont être confinés, obligés de vivre ensemble dans ce tout petit espace qu'est le vaisseau. Les gens qui sont dans le vaisseau sont entre guillemets formatés pour être particulièrement bienveillants et très peu enclins à la violence. Ils sont comme nous, c'est des êtres humains, mais ils sont aussi pas tout à fait comme nous, de façon à ce que ils puissent se supporter en étant les uns sur les autres. C'est plutôt bien fait. On a le personnage du capitaine qui est un personnage très inquiétant, un peu tyrannique et en même temps très charismatique, qui pour le coup est assez marquant. Je dois vous admettre qu'au final, je suis assez mitigée. Et je sais pourquoi. Je pense que c'est parce que malgré les efforts que j'ai faits, il y a certaines choses qui m'ont dérangée. Dans cette société qu'est l'Astron, il y a un certain nombre de pratiques qui sont normales. C'est expliquer quelle est la logique derrière tout ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais pour autant, j'ai eu du mal. Si quelqu'un à bord du vaisseau vient vous faire des avances et vous demander de coucher avec lui, et si c'est la première fois qu'il vient vous voir, vous n'avez pas le droit de refuser. Vous devez accepter. Et ça, alors, oui, admettons, on est dans un délire particulier, mais non, en fait, non. Non, là, en 2020, je suis désolée, mais le consentement, c'est quelque chose de trop important. Et non, j'ai pas envie de lire ça dans un livre. Surtout qu'en plus, il y a un moment donné dans le livre où le personnage, en fait, use de cette possibilité, même si au final l'auteur prend ses distances en disant qu'en fait le personnage principal ne retire pas grand chose de cet acte, mais n'empêche qu'il le fait. Et il y a des choses un petit peu paradoxales pareil. Il y a un moment où le personnage principal va défendre, mais pour le coup il va prendre parti très fortement pour une jeune femme qui s'est faite violer par un autre homme. Et pour autant, il y a un autre moment où en fait, il va imposer un rapport à une autre femme. Après, il va s'en vouloir, il va être honteux, mais j'ai envie de dire, pourquoi tu le fais? De la même façon, ils sont obligés en fait d'avoir une génération qui prenne la relève, mais en même temps, il faut réguler un petit peu la naissance des enfants. En fait, il y a un moment où il y a un espèce de rite où, en gros, toutes les femmes qui sont en âge d'avoir des enfants vont pouvoir être visitées par les hommes du vaisseau. C'est considéré par tout le vaisseau comme quelque chose de normal, mais non. Et d'ailleurs, le personnage principal s'interroge là-dessus, mais je trouve que ça va pas assez loin, quoi. Après, vous allez me dire, l'auteur, il n'est pas obligé de vous décortiquer la critique. Moi aussi, en tant que lecteur, j'ai un esprit critique et c'est à moi éventuellement de trouver qu'il y a certains trucs qui sont pas normaux. Et oui, moi j'ai pas trop apprécié et du coup j'ai pas raffolé en fait de cette lecture. Miroir SF, je suis désolée, mais je suis sûre qu'il y a d'autres recommandations qui paieront. Pour le coup, Destination Ténèbres, c'est intéressant,
mais je sais pas, il y a quelque chose qu'il a pas fait. Je suis désolée, c'est pas hyper brillant comme explication. Si ça vous intéresse, un huis clos dans l'espace avec un truc qui est pas mal axé psychologie des personnages, pourquoi pas, mais attendez-vous à 2-3 trucs un petit peu particuliers quand même. On continue sur une note un petit peu plus positive puisque je vais vous parler de ma lecture du Silmarillion de Tolkien. Mon chéri m'a offert cette magnifique édition à Noël. Vous avez en fait des illustrations, vous avez des cartes, vous avez un lexique, vous avez une généalogie et vous avez même des lettres au début, une de Christopher Tolkien je crois et une de J.R.R. Tolkien lui-même. Je vais le reposer parce qu'il est légèrement lourd. Le Silmarillion, c'est un ensemble de textes de Tolkien qui ont été recompilés par son fils Christopher Tolkien et qui vous racontent l'histoire de la Terre du Milieu, puisque, donc je sais pas si vous le savez, mais en fait le Seigneur des Anneaux, ça se déroule dans le 3e âge de ce qu'on appelle les années du Soleil. Donc les années du Soleil, c'est ça commence à partir du moment où les hommes sont apparus dans l'univers. Mais avant ça, vous avez ce qu'on appelle les années des arbres, qui sont principalement centrées sur les elfes. Mais encore avant ça, vous avez les années des lampes, qui est la période pendant laquelle les Aïurs, donc ce sont en fait les dieux de cet univers, préparent la venue de leurs enfants dans cet univers, donc leurs enfants étant les elfes et les hommes. Les nains, ils arrivent, mais genre, c'est un petit peu un coup fourré en fait, c'était pas trop prévu. Silmarillion, c'est fascinant. C'est fascinant en fait de voir comment Tolkien a créé son monde autant en profondeur. Vous allez vraiment apprendre en détail toute l'histoire de la Terre du Milieu, des éléments qui ne sont que à peine suggérés au détour en fait d'une phrase dans Le Seigneur des Anneaux. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment les premiers textes, vraiment sur la cosmogonie, c'est-à-dire le tout début de la création de cet univers. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau. Je n'y attendais pas, mais tout dans l'univers de Tolkien vient du chant et de la musique. Et je trouve que ça prend tellement tout son sens parce que on sait en fait que Tolkien c'était un amoureux des langues, à la fois pour la beauté des mots, pour la beauté du sens, mais aussi pour la musicalité en fait des sons et des différentes langues. Et là je trouve que le fait que la Terre du Milieu, son monde, soit créé dans son univers par le chant en fait de ces divinités, ça veut tout dire. Voilà, c'est juste une super belle version, je trouve, de la création de l'univers. Le texte en question, c'est Ainulindale, ça c'est vraiment pour la Genèse. Et ensuite, vous avez le Valaquenta qui vous présente les différentes divinités. C'est assez surprenant aussi dans le Silmarillion, c'est que ce sont vraiment les elfes qui, pour la plus grosse partie, sont au premier plan. Et ça, on n'y est pas tellement habitué parce qu'en fait, dans Le Seigneur des Anneaux, on arrive à une période où les elfes sont vraiment en déclin. Ils sont très peu nombreux à être toujours en Terre du Milieu. D'ailleurs, ils s'en vont. On dit parfois que Tolkien est un peu manichéen. Et c'est vrai que dans Le Seigneur des Anneaux, en tout cas, les elfes qui sont représentés, on a l'impression que c'est un petit peu l'incarnation de la bonté et du bien même, les elfes. C'est la lumière, c'est quelque chose de très positif, c'est la sagesse. Et en fait, dans le Silmarillion, mais on se rend compte que les elfes aussi, ils ont très clairement des défauts. Ils sont loin d'être parfaits. C'est des personnages qui sont arrogants, il va y avoir des rivalités importantes entre eux, ils vont se montrer extrêmement défiants pour les dieux qui sont leurs bienfaiteurs et qui leur ont tout donné. Ça apporte un petit peu de nuance, encore un petit peu plus de nuance à cet univers qu'est celui du Seigneur des Anneaux. J'ai beaucoup aimé aussi toute la partie qui se passe à Valinor. Après, c'est vrai que le reste, ça devient assez compliqué. On commence à avoir beaucoup de ramifications dans les familles des elfes. Puis en plus, les elfes, ils sont immortels. Donc, en fait, plus il y a de générations et plus ça rajoute du monde. Mais genre, les pères et les grands-pères, ils sont toujours là. Alors, c'est vrai qu'il y a des parties qui sont un petit peu difficiles à suivre parce que vous allez vous mettre à avoir énormément de personnages, mais je vous recommande fortement de lire le Silmarillion, ne serait-ce que pour l'histoire de Beren et Lúthien. Je sais pas si le texte Beren et Lúthien est présent dans toutes les éditions du Silmarillion, en tout cas dans la mienne c'est le cas. C'est très sincèrement une des
plus belle histoire d'amour que j'ai lue en fantasy. Voilà, et pourtant, vous savez que la romance, c'est pas spécialement mon truc. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Perceline de la chaîne Personnage qui a justement parlé de l'histoire de Beren et Luthien comme une de ses histoires d'amour favorites dans une super vidéo. Ce qui est génial avec l'histoire de Beren et Luthien, c'est qu'en fait, ça commence comme un gros cliché avec le coup de foudre dans les bois. Mais en fait, c'est vraiment un couple qui va se serrer les coudes et vaincre ensemble. Et limite, c'est la femme qui est un petit peu plus badass que le mec quand même. Parce qu'en fait, oui, il y a plusieurs passages quand même où lui, il s'est fait mettre au KO au début du combat et c'est elle qui s'en sort. Et d'ailleurs, Luthien, en fait, elle est hyper marquante parce que c'est quand même celle qui arrive à te deny Morgoth, les gens. Et Morgoth, je sais pas si vous savez, mais c'est le boss de Sauron. C'est genre the méchant de la Terre du Milieu. Et moi qui aime déjà Tolkien, ça m'a fait encore plus l'apprécier parce que c'est vrai qu'on lui reproche parfois que les femmes ne jouent pas un très grand rôle dans ses récits, même si on a quand même une héroïne qui est un super personnage. Là, très carrément, on voit en fait que non, enfin, c'est juste un personnage féminin, Luthien, qui est exceptionnel, qui réalise texto, c'est écrit le plus grand au fait de la Terre du Milieu. Voilà, ça pose les bases. Et elle arrive du coup à dérober le Silmaril, qui est un bijou elfique que Morgoth a dérobé justement aux elfes. Alors, quand j'ai appris, mesdames et messieurs, que Tolkien avait fait graver sur sa tombe Beren et sur la tombe de sa femme Luthien, mon cœur a fondu. Voilà, c'est beaucoup trop beau, c'est beaucoup trop magnifique. Et quand on lit l'histoire de Beren et Luthien derrière, on peut pas s'empêcher d'être hyper ému. Voilà, lisez Beren et Luthien. Franchement, si vous devez lire une histoire d'amour, une romance en fantasy, allez-y, foncez sur celle-là pour boucler sur le Silmarillion. Alors ça vous est complètement égal, mais il se trouve que j'ai lu ce livre à peu près en même temps que quand j'ai été voir l'exposition Tolkien à la BNF à Paris, et du coup ça tombait à pic, c'était génial. Bref, j'ai adoré le Silmarillion, lisez-le. On n'a pas fini les gens, on n'a pas fini. Autre lecture que je vous présente, Elstride de Christian Léaurier dans la collection Le Bélial. Ce sont des petites novellas. Dans Elstride, on suit un homme qui travaille dans une base sur une planète qui s'appelle Elstride, qui est plutôt hostile, mais sur laquelle les hommes sont présents puisqu'ils y extraient du minerai. Notre héros va devoir prendre un véhicule pour aller ravitailler la base d'à côté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que compte tenu en fait du titre et du visuel, je m'attendais plutôt à un récit qui se pencherait sur le rapport à la planète. Parce que la planète s'appelle Elstride, et puis vous voyez l'image, mais pas tellement. C'est plutôt un court récit qui donne à voir le rapport entre l'humain et la technologie, la machine, l'intelligence artificielle. Je dis donne à voir parce que c'est très bien fait. Les dialogues, notamment ceux entre un humain et une intelligence artificielle, sont très bien faits. Mais ça s'arrête là et j'ai pas ressenti réellement de questionnement en profondeur dans ce livre. On va être sur une sorte de huis clos, l'ambiance est très réussie, elle est plutôt oppressante. Malheureusement, la fin est assez prévisible. C'est pas que ça gâche tout, mais à choisir, j'avoue que j'aurais préféré être surprise. Néanmoins, ça reste une bonne lecture. Je pense que je le conseillerais en fait à quelqu'un qui lit peut-être pas forcément énormément de science-fiction, mais qui s'intéresse justement à des thématiques comme l'intelligence artificielle. Et finalement, c'est un court texte qui est assez accessible, qui aborde une thématique plutôt intéressante. Après, je pense très honnêtement pas qu'il me marquera. Et enfin, j'ai lu un recueil de 2 courts récits qui n'est pas vraiment de la littérature de l'imaginaire, mais qui a quelques petites notes ésotériques ou en tout cas teintées de croyances locales. Il s'agit de Toutes les nuits du monde de l'autrice chinoise Xue Zetian. J'ai vraiment adoré ce livre. Il y a une ambiance très particulière, très sensible, très mélancolique un petit peu, qui s'en dégage. Dans le premier récit qui s'appelle Enfance au village du Grand Nord, on va suivre une petite fille qui va être envoyée pendant à peu près 1 an
à la campagne dans la province du Heilongjiang, chez ses grands-parents. Donc c'est une province qui se trouve au nord-est en fait de la Chine, limitrophe avec la Russie, dans lequel il fait extrêmement froid. C'est quelque chose qui se fait pas mal en Chine, d'envoyer en fait les enfants chez les grands-parents quand les parents travaillent beaucoup, qui peuvent pas forcément s'en occuper dans un premier temps. J'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que même si de temps en temps les traducteurs utilisent, je trouve, un vocabulaire qui est un petit peu trop élaboré pour une très petite fille, puisque je crois qu'elle a 6 ans ou quelque chose comme ça, on retrouve quand même ce regard innocent en fait d'un enfant sur le monde, parce que c'est écrit à la première personne. Quelque chose qui rappelle un petit peu le personnage de Scout dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, que j'avais particulièrement aimé. Ce regard en fait d'un enfant qui comprend pas tout ce que font les adultes, comment marche le monde des adultes, et qui voit le monde à sa manière, pour qui certaines choses sont évidentes, et c'est très attendrissant. Et c'est très beau. Cette petite fille, elle va se prendre d'amitié pour une vieille dame dans le village, qui n'est pas de sa famille, mais en fait elle voit pas le problème. Il y a une relation très touchante qui va se nouer entre les deux personnages, très forte. Ce livre, c'est aussi une fenêtre sur l'ambiance et les traditions d'une certaine Chine rurale, et ce tout au long de l'année, puisque on les voit en fait faire célébrer en fait certains événements importants. Typiquement, on voit le passage du Nouvel An, on les voit faire des gâteaux de lune ensemble. Si vous connaissez pas, c'est un moyen en fait de découvrir des petits éléments de la culture chinoise en douceur. Le deuxième texte, je le trouve encore plus émouvant parce que c'est l'histoire d'une jeune veuve qui était très amoureuse en fait de son chéri, qui était prestidigitateur, donc qu'elle appelle le magicien, qui est décédé de mort violente dans un accident en fait de la route d'un coup, et elle essaye de le retrouver un petit peu quelque part en allant se perdre dans une ville qu'elle ne connaît pas, et en allant recueillir des histoires de revenants, des histoires de fantômes, parce qu'en fait ce côté magique et ce rapport à la mort la ramène un petit peu à cet être cher qu'elle a perdu. Elle va croiser le chemin d'une autre veuve, enfin du moins d'une autre femme dont le mari a disparu, et qui vit en fait cette disparition d'une manière totalement différente. On sent qu'il y a un questionnement sur la perte comme ça de l'être aimé entre le portrait de ces deux femmes. Et c'est extrêmement touchant, et ça l'est encore plus en fait quand on sait que c'est ce qu'a vécu l'autrice, puisque l'autrice Zhu Zetian a perdu très tôt son mari. Elle a quelque part réussi à surmonter ça. Ça a été extrêmement difficile, mais elle l'a surmonté, et notamment par l'écriture, avec entre autres l'écriture de ce récit qui donc est un petit peu cathartique et qui représente comme ça une femme qui essaye d'aller de l'avant, même si elle a perdu l'être qu'elle aimait le plus au monde. C'est pas un texte où vous avez 10 000 choses qui se passent, c'est assez contemplatif, le personnage se balade, etc., songe, réfléchit de son côté, mais c'est tellement poétique, c'est tellement beau. C'est tellement plein de retenue et en même temps plein de souffrance que c'en est extrêmement émouvant. Voilà, donc je sais que ça sort un petit peu de ce que je vous parle habituellement sur la chaîne, mais je vous recommande ce livre, notamment si vous voulez peut-être découvrir de nouvelles autrices, et aussi de nouvelles autrices d'autres horizons. Voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. C'était un update lecture assez varié, comme vous avez vu, en termes de thématiques et d'expérience de lecture. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais super contente de vous refilmer une vidéo et de vous partager mes avis. Encore une fois, moi, si je fais tout ça, c'est parce que j'ai très envie derrière d'aller discuter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à venir. Je vous souhaite à tous de faire de très belles découvertes dans les mondes de l'imaginaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!